Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons parlé de vampires et de zombies, avec une des théories qui est que nos peurs ont été personnifiées. Donc la peur de perdre le contrôle sur la mort avec les zombies et la peur que l'homme se rapproche un peu trop de l'animal avec les vampires. J'avais aussi exposé mon idée, ma peur en fait. On parlait de l'homme qui s'investissait beaucoup dans la technologie, qui voulait absolument vivre le plus longtemps possible. Et j'avais posé cette question du coup de la qu'est-ce qu'il en est de la survie de l'âme si nous gardons le même corps physique pendant 200, 300 ans, voire éternam, si nous ne devenons que des machines. Est-ce que c'est, on va dire, prévu comme ça pour le restant entre guillemets de l'humanité? Est-ce qu'on s'égare? Est-ce que ce sont encore là nos peurs justement de mourir qui prennent le dessus? Est-ce que c'est juste ou pas? Et donc en fait, pour faire écho à cette survivance de l'homme, etc., je voulais faire une vidéo sur deux techniques qui sont alors d'actualité, mais voilà, on n'en est qu'aux prémices encore. On va parler de transhumanisme et de cryogénisation. Donc là, toujours, je m'appuie sur le livre De la mort et de l'au-delà, celui-ci, que je trouve magnifique. Et on va du coup ouvrir les portes du transhumanisme et de la cryogénisation. Donc pareil, je reste sur le format un petit peu lecture, un petit moment intime où j'ai envie de partager ça avec vous, partager mes réflexions et dans l'attente vraiment des vôtres pour pouvoir échanger à nouveau. Donc le transhumanisme, on va commencer par le biologiste Julian Huxley, qui a inventé le terme de transhumanisme justement, et il suggère que l'espèce humaine peut se transcender, pas seulement sporadiquement, c'est-à-dire un individu par-ci, un individu par-là, mais lui veut transcender toute l'humanité, qui se transcendera en prenant conscience des nouvelles possibilités de sa nature, et elle sera alors au seuil d'un nouveau genre d'existence, aussi différente de la nôtre que la nôtre l'est de celle de l'homme de Pékin. Enfin, l'espèce accomplira son destin en toute conscience. Et il a écrit ça dans Nouvelle bouteille pour vin nouveau en 1958. Donc, il invente le terme de transhumanisme déjà à ce moment-là. Je doutais même pas que ça venait d'aussi loin en fait. Et il pose, voilà, il parle de transcender l'espèce humaine, de transcender toute l'humanité et pas seulement quelques individus, pour pouvoir accomplir son destin en toute conscience. Alors c'est un petit peu à prendre avec des pincettes parce que ça suppose que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas, du coup, accomplir notre destin, encore moins en pleine conscience. Jusqu'où ça va aller? Et ben on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. L'idée moderne de transhumanisme, telle qu'adoptée par le philosophe prospectiviste Max More, et d'autres d'ailleurs, comprend généralement l'usage de la technologie dans le but d'améliorer les capacités mentales et physiques et de passer graduellement au post-humain. Voilà ce qu'est le transhumanisme pour les personnes qui ne le savaient pas ou qui n'avaient pas les notions. C'est tout simplement d'utiliser de la technologie pour modifier le corps, l'esprit, etc. pour pouvoir toujours aller beaucoup plus loin et dépasser ses propres capacités. Donc à la lumière des progrès technologiques et de la compréhension du processus biologique du vieillissement, eh bien, nous pourrions même devenir immortels au cours du siècle grâce au génie génétique, à la robotique, aux nanotechnologies, aux ordinateurs et au monde virtuel. Alors moi, ça me dépasse complètement. C'est vrai que je suis un peu en décalage avec tout ça. Je suis pas dans le surinvestissement dans la technologie, etc. Moi, j'ai une vision plus chamanique, hein, comme je vous l'avais expliqué il y a 2 semaines, c'est-à-dire se relier à son environnement, aux autres, etc. Je ne me sens pas supérieure aux autres. Je n'ai pas forcément envie non plus d'être dans ce surinvestissement technologie, etc. Mais ça me fascine, un peu comme tout le monde, je pense, de voir ce qu'on est capable de faire, ce que l'homme pourrait faire, ce que les machines pourraient faire. On parle d'intelligence artificielle, on parle de nanotechnologie. Ouais, imaginez des petites bestioles comme ça qu'on vous injecte et qui vous soignent. On a la réalité virtuelle. Alors, par curiosité, j'aimerais bien essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Ça doit être très perturbant d'ailleurs, je pense, pour l'esprit de se retrouver dans un jeu et de se retrouver en réel. Je pense que le cerveau a peut-être besoin de s'adapter et j'ai l'impression que ça va hyper vite ces dernières décennies. Moi, je suis de 88, je me souviens encore, bon, on avait la télé, etc. La première console, c'était une Sega. Alors imaginez, moi j'ai grandi avec Sonic. J'ai grandi aussi en jouant dehors ou avec
des poupées, des voitures, des jeux de société, etc. J'ai eu un premier téléphone, ouais, fin troisième, et encore, c'est parce que voilà, je voulais un peu faire comme tout le monde à ce moment-là. J'ai toujours été un peu en décalage, et c'est vrai que là, on passe de, entre guillemets, la Sega à toutes les PS, je ne sais même plus à laquelle on en est, à toutes ces consoles qui vont de plus en plus loin, à toutes ces technologies, ces téléphones. Enfin, moi j'ai connu le Nokia 3310, on en est aux iPhones, je ne sais pas quoi. Je suis complètement perdue en fait dans toutes ces technologies, ça va super vite. Donc pour le bien, pour le mal, est-ce que le corps et l'esprit ont cette capacité d'aller aussi vite dans la compréhension des choses, Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Quel est votre regard là-dessus? Alors, je ne suis pas contre les technologies, attention. Au contraire, ça me fascine. Et puis, j'ai envie de dire, Enfin, ça dépend de l'usage qu'on en fait, quelles sont les intentions. Le fabricant d'un couteau qui voulait simplement couper du pain n'a pas été responsable de celui qui a pris un couteau comme arme mortelle, par exemple. Ça dépend des utilisations qu'on en fait. Eh bien, j'ai envie de dire que la technologie, c'est un peu la même chose, en fait. On peut s'en servir pour, pourquoi pas, je sais pas, cloner des organes, pour sauver des gens, des maladies telles que la mucoviscidose, certains, je sais pas, des cancers, des choses comme ça, pourquoi pas. L'intelligence artificielle, alors je sais pas si je suis pour, si je suis contre, ça me fascine par contre de voir jusqu'où ça peut aller, mais ça cause aussi beaucoup de règles éthiques. Qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce qu'ils auront un code pénal, civil, rien que pour eux? Est-ce qu'ils vont s'inscrire comme en tant qu'humains? Est-ce que... On sait pas. Je sais pas, est-ce qu'ils ont pensé à tout ça? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, voilà, le transhumanisme fait partie des choses qui fascinent et qui peuvent faire peur aussi. Qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Donc on parle que l'immortalité n'est pas si rare en fait. Donc quand on parle de transhumanisme, on est dans cet objectif un peu fou, mais peut-être pas tant que ça, d'immortalité. Et en fait l'immortalité on la retrouve chez certains invertébrés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, des espèces d'hydres et de méduses qui le sont en fait réellement. Elles ne meurent jamais et on étudie un petit peu pourquoi. Comment, on étudie le processus de vieillissement, comment ils font pour se régénérer, pour revivre, enfin c'est fascinant. Et du coup la question qui se pose c'est, et si votre corps pouvait survivre indéfiniment, seriez-vous toujours là? Les expériences nous changent en fait, petit à petit, au fur et à mesure de notre parcours. On n'est plus la même personne que l'année dernière, ni que le mois dernier, ni même que la semaine dernière. On change en permanence et tant mieux. Le changement c'est positif, on enlève cette croyance que t'as changé dans le sens péjoratif. Non, on change et c'est positif, c'est normal, on évolue. Mais du coup, alors est-ce qu'on sera toujours le même? Est-ce qu'on sera toujours là? Comment ça fonctionne en fait? Parce que si notre corps normal, c'est-à-dire notre corps là actuel, un corps amélioré qui va survivre, je sais pas, à 1000 ans par exemple, est-ce que les modifications mentales qui vont s'accumuler en fait de manière graduelle, ou est-ce qu'une personne différente va finir par habiter ce corps? C'est-à-dire qu'on va garder le même corps mais qu'une autre âme prendrait possession du corps. C'est une autre réflexion. Âgé de 1000 ans, ce vaniteux Ozymandias n'aurait rien de commun avec nous. À aucun moment la mort ne mettrait fin à notre existence en fait. Et on s'effacerait au cours des millénaires comme le sucre qui se dissout dans l'eau, ou comme un château de sable sculpté par l'océan du temps. Voilà un petit peu ce qu'ils en disent là-dessus. Alors le transhumanisme, voilà, il y a deux versions. Est-ce que l'on garde notre âme et le même corps en permanence, c'est-à-dire que notre âme du coup survivrait toujours dans le même véhicule terrestre, ou est-ce que ce serait une autre âme qui survivrait dans ce corps-là? Mais du coup j'ai envie de dire pourquoi? Ou est-ce que ça serait pour faire évoluer les hommes du coup, leur rendre beaucoup plus de capacités physiques, mentales, les faire travailler autrement? J'ai envie de dire pourquoi pas. On rentrerait du coup dans une nouvelle humanité. Avec toutes ces questions, avec toutes ces technologies, mais voilà, c'était pour ouvrir les portes du débat. Il y a une autre technique sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui, c'est la cryogénisation. Donc on est toujours dans le thème de la survie de l'espèce, de l'humanité, de l'âme, de l'homme. Voilà, donc cette notion de survie. Alors qu'est-ce que la cryogénisation ? En 1773, Benjamin Franklin a regretté avoir vécu un siècle un peu trop avancé et trop près de la petite enfance de la science. C'est vrai qu'on s'est toujours dit, tiens, j'aurais peut-être aimé vivre dans ce siècle-là où je suis né un peu trop tard, un peu trop tôt.
Eh bien lui, voilà, il a exprimé ce regret d'avoir vécu un peu trop, dans un siècle un peu trop avancé et trop près de la science. Il se sentait pas en accord, il ne vibrait pas technologie. Si bien qu'en fait, il ne pouvait pas être préservé et ramené à la vie pour satisfaire son désir ardent de voir et d'observer l'état de l'Amérique à 100 ans d'ici. C'est vrai que on se dit, tiens, et si je survivais encore 100, 200, 300 ans pour voir où est-ce qu'on en est. On a cette curiosité. Hein. Alors j'ai envie de dire, grâce à la réincarnation, etc., on le saura, sauf qu'on n'en aura plus conscience. On n'aura plus conscience de comment c'était avant, vu qu'on n'a pas le souvenir, ou peu de souvenirs de nos vies passées. Donc c'est ça qui est frustrant en fait, et c'est ça, je pense, que l'homme a envie de dépasser cette notion d'oubli en fait quand on arrive sur Terre. Vous savez, quand on arrive sur Terre, quand on incarne un corps, on a plusieurs règles. On a la règle de dualité, c'est-à-dire que sur Terre, entre guillemets, il y a l'ombre et la lumière, le bien, le mal, le noir, le blanc, etc. Et on a une notion d'oubli, c'est-à-dire que quand on vient sur Terre, on oublie ce qui s'est passé avant. Vous imaginez la charge mentale qu'on aurait si on se souvenait de tout ce qu'on a fait, on pèterait un plomb. On a moyen de se souvenir de quelques vies qui ont un rapport avec nos vies actuelles grâce à l'hypnose, grâce aux méditations, grâce à des flashs, etc. Ou à des guidances, c'est vrai que je le propose et je le fais de temps en temps. Mais cette notion d'oubli, c'est-à-dire qu'on oublie tout le reste et on ne se concentre que sur ce qui est d'actualité actuellement. Et donc, pour revenir à la cryogénisation, eh bien, on peut s'imaginer que Benjamin Franklin aurait aimé faire usage de la cryogénisation, en fait, pour conserver son corps déclaré mort officiellement en remplaçant son sang par des fluides protecteurs et en le refroidissant pour un stockage de longue durée. Donc c'est ça en fait la cryogénisation. Vous êtes décédé, enfin votre corps physique décède, on remplace votre sang par des fluides de protection pour continuer de préserver votre, on va dire, la machinerie interne. Et on vous met dans le froid pour vous conserver. Vous savez que le froid conserve en fait les tissus, etc. pour vous ramener à la vie beaucoup plus tard. Et donc ces cryoprotecteurs vont réduire du coup la formation de cristaux de glace qui endommagerait les tissus. Vous savez par exemple que si vous vous amputez un doigt ou quoi que ce soit, on a cette croyance qu'il faut le mettre dans une poche de glace, etc. Alors surtout pas. En fait, si vous mettez imaginons vous coupez un bout de doigt, vous voulez aller à l'hôpital pour le faire recoudre, ne le mettez pas au contact direct de glaçons. Les tissus vont brûler. Donc en fait, on préconise de le mettre au froid, plutôt dans un frigo ou dans une poche réfrigérée, plutôt qu'au contact direct de la glace. Donc là, pourquoi on injecte des fluides protecteurs? Tout simplement parce qu'on plonge le corps dans de la glace, dans du froid, et pour éviter que tout crame, que tout se détruise, eh bien, le liquide va jouer son rôle de protection. Les cryogénistes espèrent donc qu'une technologie future saura ressusciter ces patients et soigner les éventuelles maladies. Parce que c'est aussi dans cette optique-là que les personnes veulent se cryogéniser, c'est-à-dire qu'elles sont décédées peut-être trop tôt, trop jeunes, etc., suite à des longues maladies, et elles se disent, si je me réveille dans 100, 200 ans, peut-être qu'ils auront trouvé un traitement et peut-être que je pourrai poursuivre ma vie. Et en plus, si nos pensées dépendent en premier lieu de la structure du cerveau, alors des cerveaux faits d'autres matières ou même stimulés par ordinateur pourraient penser. Et donc, du coup, dans cette survie des souvenirs et de la mémoire. Si la résurrection cryogénique vous paraît peu probable, j'ai envie de dire plus le temps avance, moins ça me semble improbable. Souvenez-vous que des embryons sont congelés tous les jours pour ressusciter, pour produire des enfants en bonne santé. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé parce que je suis un bébé éprouvette. En fait, ma mère a fait congeler ses ovules pour les faire féconder après dans des pipettes pour être réinjectés ensuite. Donc finalement, on y est déjà. On est dans cette cryogénisation, oui, pour ressusciter alors dans un état embryonnaire, mais la technique existe déjà. La cryogénie moderne a été postulée dès 1962 dans les perspectives d'immortalité de Robert Ettinger, où il débat de la possibilité de préserver des humains. Aujourd'hui, on utilise de l'azote liquide en fait pour conserver les corps ou les têtes. Il y en a qui ne se font cryogéniser que la tête pour le cerveau. C'est gardé autour de moins 196 degrés. Et en 2006, il y a un chirurgien qui s'appelle Hassan Alam qui a placé des cochons en état d'animation suspendue. Donc les cochons n'avaient plus de pouls, plus de sang, plus d'activité cérébrale et les tissus ne consommaient plus d'oxygène. Et après quelques heures, en fait, Alam leur a réinjecté du sang chaud
et sont revenus à la vie. Et selon donc ce chirurgien, une fois que le cœur bat et que le sang circule, voilà un animal revient d'entre les morts. Et techniquement, nous pouvons le faire avec des hommes. Alors, je suis pas sûre qu'au niveau éthique, ça a été déjà testé sur des hommes. Je sais pas s'il y aurait des volontaires d'ailleurs. Mais je trouve ça fou. En fait, je découvre cette histoire du coup en même temps que vous. Je trouve ça fou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup au niveau de l'âme? Parce que je reviens encore à ça parce que c'est aussi mon métier. Mais est-ce que l'âme du coup a quitté le corps et c'est une autre âme qui a pris la possession du cochon? Ou est-ce que son âme était toujours accrochée et il a réinjecté du sang aussitôt et c'est toujours son âme qui est venue? Faudrait demander à ce chirurgien d'observer le comportement du cochon, voir si c'est toujours lui. Mais en tout cas, voilà, je sais... Waouh, ok. Et du coup, c'est les religieux qui vont se tirer les cheveux avec tout ça. Parce qu'en fait, ils disent les lecteurs religieux pourraient méditer là-dessus. Si des scientifiques congèlent votre cerveau et vous ressuscitent dans un siècle, irez-vous au paradis durant cet intervalle vide de toute activité cérébrale? Alors en fait, oui, c'est vrai que là se pose aussi une question d'éthique religieuse. C'est-à-dire que l'âme, est-ce qu'elle s'en va, est-ce qu'elle va... Alors là, on parle de paradis, d'enfer, mais tout simplement, est-ce qu'elle va dans la lumière, suivre son évolution et hop, quelqu'un réinjecte du sang, l'âme, même âme revient? Est-ce qu'elle gardera un contact avec son corps? Ou est-ce que ce serait une autre âme qui reviendrait s'incarner? Ou est-ce que l'âme resterait prisonnière du corps? C'est... ouais, ça porte à réflexion en fait. Ça porte à réflexion. D'ailleurs, il y a une petite illustration, je vais vous montrer par rapport à la cryogénisation. J'aime beaucoup cette image du coup de cerveau. Et il y a une petite légende en dessous qui dit qu'au cours de la cryogénisation, des têtes humaines avec ou sans corps peuvent être préservées en remplaçant le sang par des fluides, donc protecteurs, on les a vus, hein, et en les refroidissant pour un stockage de longue durée. Et les cryocapteurs qu'on voit dans ce petit dessin, en fait, réduisent la formation de cristaux de glace qui pourraient endommager les tissus. C'est ce qu'on a dit, tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a des corps et des têtes qui sont conservés dans des congélateurs, là, quelque part, et qui attendent peut-être d'être ressuscités. Et ça aurait été intéressant, ouais, du coup, de savoir quelles étaient leurs personnalités, noter un petit peu les souvenirs de ces personnes, pour voir si ce sont toujours elles. Parce qu'en fait, on parle de la survie du corps, donc ça ne m'étonne pas, en fait. Oui, je pense qu'on peut faire survivre un corps ad vitam aeternam, mais du coup, une âme, qu'est-ce qu'il en est? Donc voilà, je voulais vous partager ces deux techniques aujourd'hui, le transhumanisme et la cryogénisation, pour faire écho, donc comme je vous ai dit, hein, par rapport aux vampires et aux zombies de la semaine dernière. Écoutez, j'attends avec impatience vos retours, ça va être super intéressant de les lire et de reparler de tout ça, de voir quelles sont vos croyances, quelles sont vos peurs, quelles sont au contraire, votre impatience par rapport à tout ça. Est-ce que vous seriez prêt à vous faire cryogéniser par exemple? Est-ce que ça serait tout votre corps ou seulement la tête? Est-ce que vous seriez prêt à, je sais pas, moi, être le cobaye pour faire suite à cette résurrection des cochons par le chirurgien? Voilà, quelle est votre position par rapport à tout ça? Et s'il y a des personnes qui sont religieuses, ce serait aussi intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau du paradis, des péchés, etc. Enfin, au niveau de vos religions, peu importe quelles qu'elles soient d'ailleurs. Quelles sont vos croyances et par rapport à tout ça? Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais préparer le prochain sujet qui, je pense, restera un petit peu sur des sujets comme ça. Je vais peut-être faire une mini-série de cet ordre-là. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous.